Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, en fait j'aimerais répondre à vos questions. Il y en a eu pas mal donc je vais essayer d'en faire le tour. La première, où est-ce que je me trouve actuellement? Je suis en Inde, je suis à Kota dans le Rajasthan. Et oui, les vidéos qui sortent en ce moment sur la chaîne ont entre 2 et 3 mois de retard, j'en suis désolée. En fait au début de mon tour du monde, je tournais quasiment une vidéo par jour. Et ensuite il me fallait entre 4 jours et une semaine pour en faire le montage, donc j'ai rapidement pris du retard, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Est-ce que ça ne te fait pas trop peur de voyager seule? Si, complètement, mais je pense que déjà voyager tout court, c'est sortir de sa zone de confort, donc forcément c'est effrayant. Et en plus, voyager seul, c'est doublement effrayant parce qu'on n'a pas cette personne sur qui se reposer ou ces personnes sur qui on peut compter, donc on est complètement livré à soi-même. Mais en même temps, c'est une expérience incroyable et encore plus quand on est seul parce que je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert à ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, les gens qu'on rencontre. Donc vraiment, si vous en avez l'occasion, je vous conseille les yeux fermés de voyager seul. C'est une expérience incroyable et moi, ça a vraiment changé ma vie. Rien que ça. Et pour préciser, je me souviens plus si je l'avais mentionné, mais au tout début de mon voyage, j'étais avec ma cousine et son mari. Du coup, je n'étais pas toute seule et je me suis détachée d'eux progressivement pour ensuite prendre mon envol et voyager vraiment seule. Et du coup, ça a été vraiment cool de pouvoir prendre mes marques et me mettre à voyager seule de façon progressive et en douceur. Donc ça a été vraiment chouette d'être avec eux. Et ça va me permettre d'enchaîner sur la question suivante. Dans des pays où le statut de la femme n'est pas très reconnu, parfois est-ce facile car on regarde avec ma conjointe tes vlogs et on trouve que tu as du courage. Alors merci. Et oui, en effet, il y a des pays où c'est plus facile que d'autres, je dois le reconnaître. Et donc je parlais de ma cousine. En fait, donc j'étais avec elle et son mari au début de mon voyage dans l'est de la Turquie. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle, ça l'a vraiment choquée dans certains magasins ou dans certains restaurants. Les serveurs ou les vendeurs ne s'adressaient qu'au mari de ma cousine, donc Olivier. Je vais dire les prénoms, ça va être plus simple. Il ne s'adressait qu'à Olivier, donc au représentant masculin, le représentant de la gente masculine. Et nous, on faisait partie complètement du décor. Et ça, c'est vrai qu'après, je m'en suis rendu compte et ça m'a vraiment choquée. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant, de me dire en fait, je suis une femme, donc on ne m'adresse pas la parole, je ne suis pas la personne qui décide. Et c'est vrai que c'est vraiment déroutant et pour le coup c'est quelque chose que j'ai pas du tout vécu à Istanbul, comme quoi ça dépend vraiment des régions, ça dépend vraiment aussi des personnes qu'on rencontre. Je vais essayer de surtout pas faire de généralité dans cette vidéo parce que forcément c'est mon expérience, mon ressenti et peut-être que quelqu'un qui ira au même endroit à une période différente ou qui croisera d'autres personnes aura un ressenti complètement différent. Voilà. Ensuite quand j'étais à Israël, c'est un pays très développé et du coup sur la question de l'égalité homme-femme, j'ai pas du tout ressenti de problème, je me suis vraiment sentie comme en France. Après en France il y a aussi des problèmes, c'est pas quelque chose d'acquis hein. Donc voilà, il y a des problèmes partout, mais disons que je me suis sentie vraiment en sécurité et vraiment respectée. En Jordanie, c'était pas exactement la même chose. J'ai eu d'assez mauvaises expériences. J'ai eu surtout le premier jour quand j'ai posé le pied en Jordanie, je suis arrivée par Aqaba, donc la ville qui est tout au sud, extrême sud de la Jordanie, et j'étais la seule touriste, touriste et en plus femme et seule à me balader dans les rues et j'avais tous les regards sur moi. Et déjà ça c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, de vraiment être la cible de tous les regards, de toutes les attentions. Et en plus, c'était pas forcément des regards amicaux ou de curiosité, des fois c'était des regards beaucoup dans le jugement. Donc je me suis sentie assez mal. Ma première expérience en Jordanie était assez mauvaise. Après, j'en ai eu des incroyables, ne vous inquiétez surtout pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du rapport homme-femme, j'ai eu certaines mauvaises expériences, j'ai eu certaines mauvaises rencontres et certains hommes qui m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas à ma place et que certaines fois, par exemple, sortir le soir, j'étais la seule femme dehors le soir. Donc voilà, c'était pas forcément évident. Et parfois aussi, j'avais un regard, étant une femme, je ne portais pas le voile. En plus, j'ai les cheveux courts, j'ai la peau blanche. Voilà, c'était pas forcément évident. Il y a des personnes avec qui ça s'est extrêmement bien passé et d'autres avec qui ça s'est extrêmement mal passé. Mais c'est vrai que globalement en Jordanie, je me suis sentie beaucoup moins en sécurité et étrangement, l'endroit où je me suis le moins sentie en sécurité, c'était dans la capitale, à Amman, qui est pourtant très développée, qui est pourtant très riche et où j'ai fait d'excellentes rencontres.
et aussi d'excellentes mauvaises rencontres. Et là où j'ai eu le plus de problèmes, et là où je me suis fait le plus embêter. Mais ça, je vous en parle dans la vidéo de Aman, donc malheureusement, vous allez devoir patienter pour que je vous raconte ces anecdotes-là. Je ne veux pas vous spoiler. En voyageant seul, il y a aussi des choses qu'on apprend et des conseils qu'on entend et qu'on applique ou non. Par exemple, on m'a dit « essaye de porter une fausse alliance », donc ce que je fais. Et ce qui m'a sorti de certaines situations, donc je le recommanderais, surtout si vous êtes une femme seule et que vous inquiétez pas, on vous posera régulièrement la question de est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez un petit ami, mais surtout est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants. Et ça m'a souvent sorti de situation de pouvoir dire oui, regarde, je suis mariée, mon mari est en France, il m'attend, ou même des fois mon mari est à l'hôtel et je dois me dépêcher de rentrer. Je pense que parfois j'aurais pu me trouver dans des situations bien embêtantes si ce n'avait pas été le cas, donc je vous recommanderais de suivre cette recommandation-là. Même si c'est faux, même si ça vous force à mentir, ça peut vous aider. As-tu prévu de rencontrer des connaissances sur le trajet ? Alors j'ai commencé mon voyage avec, comme je vous disais, ma cousine et son mari, donc Floriane et Olivier. Ensuite, quand j'étais à Tel Aviv, j'ai retrouvé mon papa avec qui j'ai découvert Jérusalem. On est restés 4 jours ensemble, si je me souviens bien. Puis beaucoup plus tard, quand je suis arrivée à Delhi, j'ai passé une semaine avec mon ami Samuel, qui m'a rejoint en Inde pour quelques jours à passer ensemble et à découvrir l'Inde ensemble. Et ensuite, il est rentré en France puisque il a des études à finir et moi, j'ai continué de mon côté. Donc en dehors de ça, j'étais complètement toute seule. Mais j'ai rencontré des gens et j'ai partagé des fois des soirées, des journées et des fois plus que ça. Des fois, j'ai fait des bouts de voyage avec les personnes que je rencontrais sur place. Des fois, je suis même restée dans des familles. Donc en fait, je ne suis pas restée complètement toute seule si longtemps que ça. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant le voyage en solo, parce que ça permet de faire des rencontres et de partager ces moments-là avec les gens qu'on croise sur le trajet. Comment se passe la communication dans les pays que tu as visités ? As-tu fait des rencontres intéressantes malgré la barrière linguistique ? Ah mince, j'ai déjà commencé à répondre du coup. La communication, ça se passe extrêmement bien, surtout quand on parle bien anglais, ce qui je crois est mon cas. En tout cas, j'arrive toujours à me débrouiller. Je mélange des fois la langue des signes avec l'anglais et en fait, avec les expressions faciales, la langue des signes, le contexte et un peu d'anglais, on se débrouille toujours, même quand on n'a pas un super niveau. Il faut vraiment pas avoir peur. Je sais qu'il y en a certains qui n'osent pas voyager dans les pays quand ils ne connaissent pas la langue locale ou quand ils ne parlent pas assez bien anglais, mais on arrive toujours à se faire comprendre. Même juste les bases, dormir, manger, boire, c'est bon, vous allez survivre. Et ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'aide énormément. J'ai une appli sur mon téléphone, Google Translate, qui fonctionne. Vous pouvez télécharger en fait les langues. Et donc ça fonctionne même sans avoir de Wi-Fi, sans avoir internet. Et ça m'a sauvée certaines fois et ça m'a permis même d'avoir des conversations avec des gens qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais. J'ai même eu une conversation absolument dinguissime avec une des filles chez qui de la famille chez qui je dormais en Jordanie. Ça a été une de mes meilleures expériences. C'était vraiment incroyable et c'était même magique. Donc voilà, je vous conseille d'installer cette appli et d'apprendre quelques mots de la langue locale. Des fois, juste bonjour, bonsoir, au revoir, merci, s'il vous plaît. Et il y en a un qui me sert toujours énormément et auquel on pense pas forcément, c'est beau ou magnifique ou l'équivalent de amazing, quelque chose comme ça. Si vous apprenez à le dire dans le pays, ça vous permettra de simplement dire j'aime le pays, j'aime cet endroit, j'aime cette ville, j'aime manger ça. Quels sont les plats les plus surprenants que tu as mangés pour l'instant ? Alors, en Turquie, j'ai très bien mangé. Il y avait pas énormément de choix pour les végétariens, mais c'était très bon. À Israël, je me suis pété le bide. Les plats locaux sont incroyables. J'ai mangé des houmous fabuleux, j'ai mangé des falafels, j'ai mangé à peu près tout ce qu'on peut trouver sur place. Et c'était tout extrêmement bon. Et c'est vraiment très facile de manger végétarien et vegan. Vraiment, les véganes, allez-y, Israël, c'est la vie. En Inde, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, 99% des plats sont épicés. Donc, si vous avez un estomac bien accroché, ça va. Mais alors, le mien, je peux vous dire qu'il est en souffrance.
Et surtout, ce qui est très compliqué en Inde, c'est l'eau, parce que il ne faut surtout pas boire de l'eau du robinet et surtout pas manger des aliments qui ont été nettoyés à l'eau courante, à l'eau non potable. Faut faire très attention à tout ce qu'on mange en fait, à tout ce qu'on boit et tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingurgite. C'est vraiment pas évident. Les rares fois où j'ai mangé de la nourriture saine et non épicée, c'était juste merveilleusement bon. Mais il faut trouver. Et là où je suis actuellement, je suis hébergée par une famille d'Indiens qui font partie de la caste des Rajputs. Donc ils sont, on va dire, tout en haut de l'échelle sociale en Inde. Et pour le coup, ils cuisinent divinement bien, ils cuisinent une nourriture non épicée et complètement saine. Ils utilisent de l'eau traitée et potable. Donc c'est le paradis, je pense que je vais rester quelques jours et profiter. Voilà. Le véganisme dans tous ces pays est-il dur? Ah mince, du coup j'ai un petit peu déjà répondu aussi. Dans certains pays c'était très facile, comme par exemple Israël, qui a un panel de choix végétariens et véganes complètement délirant. Ensuite, dans d'autres pays comme la Jordanie, c'était beaucoup moins évident de trouver des plats sans viande, de trouver des plats sans lait, de trouver des plats sans œufs. Et j'ai fait beaucoup d'écarts. Aussi, j'ai été dans une famille dans le désert qui m'a hébergée. Donc j'ai seulement pu accepter ce qu'ils me donnaient à manger. Ça me paraissait vraiment déplacé de refuser ce qu'ils me donnaient à manger. Et même, j'ai essayé de leur expliquer, mais c'était vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai été non végétarienne pendant 2 semaines, j'ai fait pas mal d'écarts, je m'en suis voulu ensuite, mais j'ai bien rattrapé le coup. Et par contre en Inde, au niveau végétarien, c'est le bonheur parce que quasiment tout le monde, quasiment toute la population mange végétarien. Je trouve très rarement de la viande, même au menu, donc pour vous dire, c'est relax. Tu es totalement organisé dans ton voyage ou tu laisses une part d'imprévu? Combien de temps t'a-t-il fallu pour le préparer? Tu es parti combien de temps? Alors combien de temps, je n'en ai aucune idée parce que ça ne dépend pas entièrement de moi, donc on verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé donc 1 mois en Turquie, 1 mois à Israël, 1 mois en Jordanie, 2 semaines à Chypre et je suis partie pour rester 6 mois en Inde, mais je ne suis sûre de rien, on verra bien. Ensuite, au niveau de la préparation, je n'ai absolument rien préparé à l'avance. J'utilise une application qui s'appelle Maps.me, qui est un peu comme Google Maps, mais en beaucoup mieux parce que j'ai non seulement les routes, mais aussi tous les chemins de randonnée. Et en plus de ça, j'ai dessus la plupart des hôtels, des auberges de jeunesse, des chambres d'hôtes, etc. Donc ça me permet de repérer un peu à l'avance les hôtels qui sont bien placés en centre-ville et qui ne sont pas trop chers. Je peux même checker dès que j'ai internet si cet endroit a des bonnes notes, des bons commentaires. Et en plus de ça, j'ai une application spéciale qui s'appelle Hostel World qui me permet de voir toutes les auberges de jeunesse, les commentaires, si elles sont bien situées ou non, et avoir des photos des lieux pour pouvoir avoir un aperçu. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'arrive directement sur place. Je demande si un lit est encore libre ou une chambre est encore disponible. Je visite la chambre, je dis oui ou non en fonction de ça et en fonction du prix aussi, parce qu'en général, je vais dans les endroits les moins chers. Et voilà. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément rassurant de ne pas savoir où on va dormir le soir même, mais ça permet de suivre complètement ses envies de la journée, des opportunités qui se présentent, des gens qu'on rencontre. Je sais qu'il y a certaines fois où j'ai complètement bouleversé ce que j'avais envie, ce que j'avais prévu de faire, parce que quelqu'un m'a dit je vais à cet endroit, est-ce que tu veux m'accompagner? Et j'ai eu l'opportunité, j'ai eu cette liberté de pouvoir dire oui. Donc ça ouvre énormément de possibilités, mais c'est sûr que c'est pas du tout rassurant. Donc si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, ne vous y forcez pas, surtout pas. Pourquoi as-tu eu envie de faire ce voyage? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours en fait eu envie de faire. Mes parents m'ont donné le goût du voyage quand j'étais toute petite. Je crois que la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 3 ans. Et mon père, en fait, avec son travail, il avait la possibilité de voyager pour vraiment pas cher et de nous emmener avec lui. Donc comme ça, j'ai visité l'Égypte, la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, l'Angleterre avec mon école, la Grèce. Je crois que c'est tout, je crois que j'aurais fait le tour. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment donné le goût du voyage et aujourd'hui, j'aurais du mal à m'arrêter.
Et faire le tour du monde, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Donc en fait, quand dans ma vie, les planètes se sont alignées, j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai sauté sur l'occasion et je suis partie. Voilà. Alors la question que vous m'avez posée en masse, c'est combien de budget doit-on prévoir? Comment finances-tu ton tour du monde? Comment réussis-tu à financer ce voyage? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question, je vais essayer de faire court. La première, c'est que j'ai pré-hérité de mes grands-parents qui sont toujours en vie et qui nous ont donné donc aux petits-enfants et aux enfants un peu de cet argent pour nous permettre de subvenir à nos besoins et de réaliser nos projets comme ce que je fais actuellement. Ce qui me permet de ne pas trop stresser au niveau financier, mais à côté de ça, je fais le plus d'économies possible. Ce qui me coûte vraiment cher, c'est les billets d'avion, mais heureusement, je vais sur un site qui s'appelle Kayak, comme du kayak, et ça permet de trouver des billets d'avion vraiment pas chers. Donc ça me permet d'économiser de l'argent. Ensuite, à côté de ça, j'ai fait du stop, ce qui m'a permis d'économiser les transports. J'ai fait du couchsurfing, ce qui m'a permis d'économiser l'hôtel, mais aussi des auberges de jeunesse, du workaway, et des fois j'ai été hébergée par des familles, donc ce qui permet aussi de faire beaucoup d'économies. Si vous ne connaissez pas le workaway, c'est un super site, par contre ça coûte environ 30 € pour s'inscrire, donc il faut pouvoir le rentabiliser. Mais ensuite le principe c'est que vous travaillez sur place et en échange vous avez au moins le lit gratuit, mais aussi parfois la nourriture, donc nourri, logé, blanchi. Mais la meilleure expérience que j'ai eue, c'est en étant hébergée par des familles, mais pour ça il faut, je pense, une certaine ouverture d'esprit et pouvoir dire oui aux opportunités et savoir à qui on peut se fier, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai surtout eu énormément de chance sur le sujet, mais en même temps, quand on voyage, c'est aussi le moyen de rencontrer des gens avec un cœur énorme comme ça et qui sont prêts à vous accueillir chez eux et à vous faire confiance. Donc c'est aussi un des meilleurs, pour moi, aspects du voyage. Faire du stop certaines fois et dans certains endroits, ça peut être moyennement sécure, moyennement safe. Donc si vous ne le sentez pas, ne vous y forcez pas. Moi, ça m'a permis de faire d'excellentes rencontres, mais c'est aussi un des moyens de faire les plus mauvaises rencontres. Donc je n'ai pas vraiment de recommandations sur le sujet. Je sais qu'à Israël, ça s'est 99% du temps très bien passé, mais j'ai quand même fait une très mauvaise rencontre. En Jordanie, ça m'a permis de rencontrer la personne qui m'a ensuite hébergée chez elle pendant 2 semaines dans sa famille. Ensuite, bien sûr, la grosse différence, ça va être le choix du pays, parce que, par exemple, Israël, c'est un pays très cher. La vie là-bas est assez chère, les hôtels sont chers, la nourriture est chère, donc c'est un endroit où je suis allée uniquement dans des auberges de jeunesse et où j'ai fait quasiment que du stop, parce que ça va très vite en fait quand on reste plusieurs jours dans un endroit. On dépense vite beaucoup d'argent et à l'inverse, la Jordanie m'a coûté très peu cher et alors l'Inde c'est complètement délirant. Vous pouvez manger pour 1 voire 2 € par jour et dormir pour pas beaucoup plus dans des très bons hôtels en plus. Donc c'est vraiment dingue. Et tout ça, ça dépend vraiment de votre itinéraire, du temps que vous restez, des gens que vous rencontrez et aussi de votre niveau de confort, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes limites et on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a certaines choses que moi j'accepte complètement et d'autres qui sont vraiment limites. Par exemple en Turquie, ma grosse peur c'était de tomber sur un hôtel où il n'y avait pas d'eau chaude en sachant qu'il faisait très froid et qu'on se baladait dans la neige toute la journée, donc pouvoir rentrer et prendre une douche chaude c'était le minimum vital pour moi. Par contre, par exemple en Inde, le fait de ne pas avoir de papier toilette, de ne pas avoir de chasse d'eau dans les toilettes et d'avoir de l'eau froide, bon, en même temps il fait 42 degrés, ce n'est pas du tout un problème, c'est quelque chose qui, moi, me dérange pas. Ou par exemple le fait de ne pas avoir de drap propre sous soi et d'avoir juste, par exemple, juste le matelas et une couette, mais pas de drap propre qui sent bon la lessive. C'est quelque chose que j'acceptais pas du tout au début de mon voyage et qui vraiment me choquait. Et maintenant c'est quelque chose de complètement normal et qui ne me dérange plus du tout. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous, de vos besoins, de vos limites. Et je pense que c'est important de les connaître et de savoir ce que vous pouvez accepter ou non en termes de confort. Et de ça dépendra en fait votre budget. Donc je ne peux pas exactement vous dire, je peux vous dire pour moi, mais ça dépendra surtout de vous. Voilà, je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si jamais il vous en reste, je vous invite complètement à les poser en commentaire pour peut-être une autre vidéo FAQ, un numéro 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Mais pour...
Et en plus de ça, retard que j'espère. Donc c'est quelque chose qui me...